Je suis Ron, 27 ans, développeur de logiciels à Boston, et je pensais autrefois que la famille signifiait un soutien inconditionnel. En grandissant, nous étions unis jusqu'à ce que mes parents exigent que je paie la dette de carte de crédit de $3000 de mon frère Tyler. Quand j'ai refusé, ils ont insisté pour que je lui donne ma voiture à la place. Tenir bon m'a coûté ma maison lorsqu'ils m'ont mis à la porte, me traitant d'égoïste. Après un an de silence, mon téléphone a sonné avec un appel que je n'attendais jamais. Avant de vous raconter comment ma vie s'est effondrée et ce qui s'est passé quand mes parents m'ont finalement appelé un an plus tard, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires comme la mienne. J'ai grandi dans une maison modeste à paliers multiples dans la banlieue de Boston avec des parents qui travaillaient dur mais n'étaient jamais tout à fait à l'aise financièrement. Mon père, Martin, était un contremaître de construction dévoué qui était fier de n'avoir jamais manqué un jour de travail en 30 ans. Ma mère, Diane, travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire tout en entretenant le ménage avec un soin méticuleux. Notre famille n'était pas riche, mais nous avions toujours ce dont nous avions besoin. Sauf quand il s'agissait de nous traiter, mon frère et moi, sur un pied d'égalité. Tyler, mon frère aîné de 3 ans, a toujours été l'enfant chéri. Même dans mes plus lointains souvenirs, je pouvais voir le schéma de favoritisme, bien que je n'ai pas eu les mots pour le dire à l'époque. Quand Tyler a cassé le vase préféré de maman en jouant au ballon dans la maison, cela a été rejeté comme les garçons seront des garçons. Quand j'ai accidentellement renversé du jus sur le tapis une semaine plus tard, j'ai été puni pour négligence. Ces petites iniquités se sont accumulées au fil des ans, créant une hiérarchie tacite dans notre dynamique familiale. Tyler avait l'avantage du charisme. Il pouvait charmer n'importe qui avec son sourire facile et ses blagues rapides. Les enseignants, les proches, même les étrangers commentaient à quel point il était sympathique tout en me décrivant comme le calme. Ce que la plupart des gens en dehors de notre famille ne voyaient pas, c'était comment ce charme masquait un manque de persévérance qui définissait une grande partie de sa vie. Il commençait des projets avec enthousiasme, mais les abandonnait quand ils nécessitaient un effort soutenu. Sa chambre était remplie de maquettes à moitié finies, de livres partiellement lus et d'équipements sportifs pour des équipes qu'il avait quittées en milieu de saison. Pendant ce temps, je trouvais mon identité dans la fiabilité et la réussite scolaire. Je n'essayais pas de compenser les lacunes de Tyler. J'aimais sincèrement apprendre et la satisfaction de terminer ce que j'avais commencé. Au lycée, le contraste entre nous est devenu plus prononcé. J'étais au tableau d'honneur, rédacteur en chef du journal de l'école et j'économisais de l'argent grâce à mon travail le week-end à la quincaillerie locale. Tyler avait redoublé une année, était passé par plusieurs groupes d'amis et avait une réputation grandissante d'emprunter de l'argent qu'il ne remboursait jamais. L'université n'a fait qu'élargir le fossé entre nos parcours. J'ai obtenu une bourse partielle pour étudier l'informatique dans une université d'État et j'ai travaillé 20 heures par semaine au service d'assistance informatique du campus pour couvrir les coûts restants. J'ai budgétisé avec soin, postulé pour toutes les bourses possibles et obtenu mon diplôme avec un minimum de prêts étudiants. Tyler, d'autre part, s'est inscrit au programme de commerce du collège communautaire avec de vagues projets d'entrepreneuriat pour abandonner après un semestre. Il a ensuite essayé un programme culinaire, a abandonné après 3 mois, et a finalement tenté une certification en entraînement personnel qu'il n'a jamais terminée. Malgré ses difficultés scolaires, mes parents n'ont jamais semblé perdre la foi que Tyler finirait par trouver sa voie. Il cherche encore sa voie, disait ma mère sur la défensive chaque fois que des proches s'enquéraient de ses progrès. Tout le monde n'est pas fait pour l'éducation traditionnelle, ajoutait mon père, bien que son ton portât une lassitude qui grandissait au fil des ans. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai eu la chance de décrocher un poste de développeur junior dans une entreprise de logiciels en pleine croissance à Boston. Le salaire n'était pas extraordinaire pour le domaine, mais il offrait stabilité et potentiel de croissance. Plutôt que de louer immédiatement un appartement sur le marché coûteux de Boston, j'ai pris la décision pratique de continuer à vivre à la maison pendant 1 an ou 2, en contribuant à hauteur de $500 par mois aux dépenses du ménage. Tout en épargnant agressivement pour un acompte sur mon propre logement. Tyler, à 30 ans, s'était installé dans un schéma consistant à sauter entre des emplois de vente qui offraient plus de potentiel de commission que de stabilité. Il commençait chaque poste avec des prédictions enthousiastes sur l'argent qu'il gagnerait, pour démissionner lorsque la réalité de l'effort constant devenait claire. Entre 2 emplois, il vivait à la maison sans payer de loyer, nos parents couvrant son assurance automobile, sa facture de téléphone et souvent les minimums de ses cartes de crédit. Les cartes de crédit sont devenues une source particulière de tension dans le ménage,
bien que cela ait rarement été abordé directement. Tyler avait accumulé au moins 6 cartes différentes dont j'avais connaissance, chacune approchant de sa limite avec des achats qu'il ne pouvait justifier, vêtements de marque, derniers appareils électroniques. Voyage le week-end avec des amis et repas dans des restaurants bien au-delà de son budget. Quand les relevés arrivaient, il faisait des promesses sur la maîtrise de ses finances, faisant parfois des paiements minimums grâce à son dernier emploi avant que le cycle ne se répète. Le comportement complice de mes parents est devenu plus prononcé à mesure que nous entrions dans l'âge adulte. Ils ont co-signé le prêt automobile de Tyler lorsque sa cote de crédit était trop basse pour être admissible seul. Ils ont payé son loyer pendant 3 mois quand il a décidé de déménager mais ne pouvait pas maintenir un emploi. Ils ont même couvert une facture de réparation de $1000 lorsqu'il a endommagé la moto d'un ami qu'il avait emprunté sans permission. Chaque fois, ils appelaient ces instances l'aider à traverser une mauvaise passe, mais les mauvaises passes étaient devenues la courte pointe entière de sa vie d'adulte. Avec le recul, je peux voir comment ce schéma a préparé le terrain pour la confrontation qui finirait par déchirer notre famille. En continuant à sauver Tyler des conséquences de ses choix, mes parents avaient créé une attente selon laquelle quelqu'un serait toujours là pour nettoyer ses dégâts. Ce qu'aucun de nous n'attendait, c'est que je serais finalement désigné comme ce quelqu'un ou que mon refus me coûterait ma place dans la famille. La soirée qui a tout changé a commencé comme beaucoup d'autres dans notre foyer. C'était un mardi d'avril et ma mère avait préparé son pain de viande signature avec de la purée de pommes de terre, une nourriture réconfortante qui précédait souvent des conversations inconfortables dans notre famille. J'avais remarqué que mes parents échangeaient des regards significatifs tout au long du repas. Et Tyler était inhabituellement silencieux, se concentrant intensément sur sa nourriture plutôt que de dominer la conversation comme d'habitude. Alors que mon père se servait une deuxième portion, il s'éclaircit la gorge. Un autre signe avant-coureur que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Alors, Ron, commença-t-il, son ton visant la décontraction mais manquant la cible. Le travail se passe bien? Cette promotion toujours à l'horizon. J'ai hoché la tête, instantanément méfiant. Je devrais avoir des nouvelles le mois prochain. Le projet que je dirige se termine dans les temps, donc je suis optimiste. C'est super. Ma mère intervint avec trop d'enthousiasme. Tu as toujours été si responsable avec ta carrière et tes finances. Elle insista sur le dernier mot tout en lançant un coup d'œil rapide à Tyler, qui devint soudainement très intéressé par le réarrangement de ses petits pois. Mon père prit une profonde inspiration. En parlant de finances, nous avons une petite situation dont nous devons discuter en famille. Il se tourna vers Tyler. Tu veux expliquer où je le fais? Tyler haussa les épaules, ne croisant toujours le regard de personne. Ce n'est pas grand-chose. Je suis juste dans une impasse temporaire avec une de mes cartes de crédit. L'expression de mon père se durcit. $3000, ce n'est pas ce que j'appellerais une impasse temporaire, Tyler. La carte est plafonnée et il menace de l'envoyer au recouvrement. Un sentiment familier de naufrage s'installa dans mon estomac alors que je réalisais où cette conversation menait. Mes soupçons furent confirmés lorsque ma mère tendit la main à travers la table pour tapoter la mienne. Chérie, nous savons que tu t'en sors si bien pour économiser pour la compte de ton condo, et nous ne te demanderions pas s'il y avait d'autres options. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Vous me demandez de rembourser la dette de carte de crédit de Tyler? La question directe resta suspendue dans l'air un moment avant que mon père n'acquiesce. Juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Il a une piste prometteuse pour un poste de vente chez Berkshire Insurance, basé sur des commissions, mais son ami Marcus dit que les meilleurs performeurs gagnent 6 chiffres par an. Tyler leva enfin les yeux, son expression un mélange pratiqué de contrition et d'optimisme que j'avais vu d'innombrables fois. Je te rembourserai dans les 3 mois, 6 au plus. Cette opportunité pourrait être la grande chance que j'attendais. Ma mère intervint avant que je puisse répondre. Nous l'avons aidé avec de plus petits montants auparavant, mais avec la rénovation de la salle de bain et les traitements du dos de ton père qui ne sont pas entièrement couverts par l'assurance, nous n'avons tout simplement pas les moyens cette fois. Elle baissa la voix comme si elle partageait une confidence. La famille est de la famille, Ron. C'est ce que nous vous avons toujours appris, les garçons. L'ironie de sa déclaration ne m'échappa pas. Oui, la famille est de la famille, mais dans notre foyer, cette aide avait toujours coulé dans une seule direction, vers Tyler. Alors que la réalité de leur demande s'installait, je ressentis un mélange complexe d'émotions, incrédulité qu'il me demande réellement cela, colère face à l'injustice et, sous tout cela,
Une profonde blessure qu'il considère ma responsabilité financière comme une ressource à exploiter pour l'irresponsabilité de Tyler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour créer cette dette, demandai-je, essayant de garder un ton neutre. Tyler haussa les épaules à nouveau. Juste la vie, mec. La voiture avait besoin de réparation. J'ai dû remplacer mon téléphone quand il est tombé dans le lac au chalet de Marcus. J'ai acheté de nouveaux costumes pour les entretiens. Ça s'accumule. Les costumes étaient un investissement dans sa carrière, ajouta rapidement ma mère. J'ai pris une profonde inspiration. Tyler, tu as 30 ans. Ce n'est pas ta première urgence financière. Quel est ton plan pour mieux gérer l'argent à l'avenir? Parce que te renflouer n'aidera pas si tu répètes juste les mêmes schémas. Le visage de mon frère s'assombrit. Je n'ai pas besoin d'une leçon de mon petit frère. J'ai demandé de l'aide, pas des conseils financiers. En fait, le corrigez-je, tu n'as pas demandé d'aide. Maman et papa l'ont fait en ton nom. Et ils demandent mon argent que j'ai travaillé dur pour économiser. Je pense que cela me donne le droit de poser des questions sur comment nous en sommes arrivés là. Le visage de mon père rougit. Ça suffit, Ron. Tout le monde traverse des moments difficiles. Quand Tyler sera sur pied, il t'aidera si tu en as besoin. C'est comme ça que fonctionne la famille. La conversation me ramena à d'innombrables instances plus petites tout au long de nos vies. La fois où j'ai dû prêter $40 à Tyler pour un rendez-vous qu'il avait promis de rembourser avant le week-end, pour m'entendre dire que j'étais obsédé par l'argent quand je l'ai mentionné 2 semaines plus tard. Ou la fois où il a emprunté mes manuels scolaires presque neufs pour un cours qu'il a fini par abandonner, les rendant avec des taches de café et des pages cornées. Ou plus récemment, quand il a emprunté mon ordinateur portable juste pour l'après-midi et l'a rendu 3 jours plus tard avec plusieurs touches qui collaient et aucune explication. Je suis désolé, dis-je finalement, mais je ne peux pas le faire. J'économise depuis presque 2 ans pour mon acompte et $3000 me retarderaient de plusieurs mois. Tyler doit prendre la responsabilité de ses propres finances. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. L'expression de ma mère passa de persuasive à blessée. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Ton frère t'aiderait si les situations étaient inversées. Le ferait-il, défiai-je en regardant directement Tyler. M'as-tu déjà aidé financièrement une seule fois, Tyler, ou de manière significative depuis que nous sommes adultes? Tyler recula sa chaise de la table. Je ne voulais pas te demander de toute façon. Je leur ai dit que tu rendrais ça bizarre. La voix de mon père prit le ton autoritaire qu'il utilisait rarement mais efficacement. Ça suffit tous les deux. Ron, je suis déçu. Très déçu. Nous t'avons élevé pour valoriser la famille au-dessus des choses matérielles. Ce n'est pas une question de choses matérielles, essayai-je d'expliquer. C'est une question de schéma et de conséquences. Si je paie ça, que se passera-t-il la prochaine fois et la fois d'après? Tyler doit apprendre à gérer son argent, pas juste trouver quelqu'un d'autre pour nettoyer ses dégâts. Ma mère était au bord des larmes maintenant. Comment peux-tu être si froid? C'est ton frère. C'est ton sang. La dispute a continué en rompant pendant encore 20 minutes, mes parents alternant entre culpabilisation, appel à la loyauté familiale et assurance de plus en plus mince que ce serait la dernière fois que Tyler aurait besoin d'une telle aide. Au moment où je me suis retiré dans ma chambre, l'atmosphère dans la maison était épaisse de tension et de ressentiments non dits. Les jours qui ont suivi ont été atroces. Ma mère a adopté un silence de martyr autour de moi, soupirant lourdement chaque fois que nos chemins se croisaient. Mon père était plus direct dans sa déception, faisant des commentaires pointus sur les valeurs modernes et le fait de ne penser qu'à soi. Tyler oscillait entre m'éviter complètement et faire des remarques passives-agressives lorsque nous étions forcés d'interagir. J'essayais de maintenir ma routine normale, partant tôt pour le travail et m'arrêtant parfois pour un café après mon quart de travail pour retarder mon retour à la maison. J'espérais que la tension se dissiperait progressivement comme elle l'avait fait après les désaccords familiaux précédents, mais au lieu de cela, elle semblait s'intensifier chaque jour qui passait. Ce que je ne réalisais pas, c'est que ce conflit n'était que l'acte d'ouverture d'un drame familial qui allait s'intensifier au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Pendant près d'une semaine après la confrontation sur la carte de crédit, j'ai marché sur des œufs dans la maison. J'ai fait des efforts sincères pour maintenir la paix tout en restant ferme sur ma décision. J'ai proposé d'aider Tyler à créer un budget et j'ai suggéré qu'il se penche sur les services de conseil en crédit offerts gratuitement par notre centre communautaire local.
Ces tentatives de compromis ont été accueillies par des yeux levés au ciel de la part de Tyler et des remarques dédaigneuses de ma mère sur le fait que je ne comprenais tout simplement pas les pressions que mon frère subissait. Ma voiture est devenue mon sanctuaire pendant cette période de tension domestique. Ce n'était rien de chic. Une Subaru Impreza de 5 ans que j'avais achetée d'occasion avec 70 000 miles au compteur. Mais elle était fiable, bonne pour les hivers de Boston. Et surtout, c'était le premier achat majeur que j'avais fait entièrement par moi-même. J'avais économisé pour la compte pendant mes études universitaires, fait des recherches approfondies avant d'acheter, et fidèlement effectué chaque paiement pendant 3 ans jusqu'à ce que je la possède entièrement. Cette voiture représentait pour moi l'indépendance financière. La preuve tangible que la planification et la persévérance portaient leurs fruits. Tyler, quant à lui, conduisait une Ford Mustang plus récente avec des jantes personnalisées et un système audio haut de gamme, une voiture bien au-delà de son budget qu'il avait acheté sur un coup de tête pendant une brève période de stabilité financière 2 ans plus tôt. Les paiements mettaient à rude épreuve ses revenus irréguliers, et il se plaignait fréquemment des coûts d'assurance et d'entretien. J'avais gardé mes opinions pour moi lorsqu'il l'avait acheté, bien que je sache que c'était une bombe à retardement financière. Cette bombe a finalement explosé un jeudi soir pluvieux lorsque Tyler est rentré à la maison en jurant et en claquant les portes. Sa Mustang était tombée en panne sur l'autoroute, et le diagnostic initial du chauffeur de la dépanneuse était sombre, défaillance majeure de la transmission, coûtant probablement des milliers de dollars à réparer. Ce désastre mécanique ne pouvait pas tomber à un pire moment, avec Tyler entre 2 emplois et son crédit déjà plafonné. Au dîner ce soir-là, mon père a annoncé qu'il devait parler avec tout le monde de la situation des transports une fois que nous aurions fini de manger. Mon estomac s'est noué d'appréhension alors que nous nous dirigions vers le salon pour cette réunion de famille impromptue. Comme vous le savez, commença mon père, la voiture de Tyler a besoin de réparations majeures qui ne sont pas financièrement réalisables pour le moment. Il a plusieurs entretiens d'embauche prometteurs prévus, mais il a besoin d'un moyen de transport fiable pour s'y rendre. Ma mère hocha la tête, son expression déjà figée dans l'inquiétude sympathique qu'elle réservait exclusivement aux problèmes de Tyler. Nous avons examiné les options de location, mais sans revenu ni crédit disponible, ce n'est pas possible non plus. J'avais un mauvais pressentiment sur la direction que prenait cette conversation, mais je n'étais pas préparé à la façon directe dont ils allaient l'aborder. Ron, dit mon père en me fixant d'un regard sérieux. Nous pensons que la solution la plus pratique est que tu laisses Tyler utiliser ta Subaru jusqu'à ce qu'il soit remis sur pied. Tu peux prendre le bus pour aller travailler. Il y a un arrêt à 2 pâtés de maison. La demande m'a frappé comme un coup physique. Vous voulez que je donne ma voiture à Tyler ? La voiture que j'ai payée moi-même ? Pas donnée, corrigea rapidement ma mère. Juste partager jusqu'à ce qu'il règle sa situation. Tu as toujours été si doué avec les horaires de bus de toute façon, et c'est mieux pour l'environnement. Tyler était affalé dans le fauteuil, affectant un air de détachement, comme si la conversation ne tournait pas autour de lui. Mais j'ai saisi l'attente légitime dans son expression. Ces entretiens d'embauche sont partout dans la zone métropolitaine, poursuivit mon père. Le système de bus n'est pas pratique pour lui, mais ton bureau est sur une ligne directe. L'absurdité de leur demande alimenta ma frustration croissante. Laissez-moi bien comprendre. Tyler achète une voiture qu'il ne peut pas se permettre, ne l'entretient pas correctement, et maintenant qu'elle est en panne, la solution est que je renonce à la voiture pour laquelle j'ai économisé et que j'ai entretenue correctement. En quoi cela a-t-il du sens ? L'expression de ma mère se durcit. Nous ne demandons pas pour toujours, Ron. Juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Pourquoi dois-tu toujours tout rendre si difficile ? Je suis difficile ? Tyler a créé cette situation entièrement par ses propres choix et d'une manière ou d'une autre. Je suis le problème parce que je ne veux pas sacrifier mon moyen de transport ? Tyler prit enfin la parole. Si tu ne veux pas aider, dis-le simplement. N'agis pas comme si tu valais mieux que moi parce que tu conduis une voiture ennuyeuse et que tu as un travail ennuyeux. La conversation dégénéra rapidement à partir de là. Mes suggestions d'alternatives raisonnables furent systématiquement rejetées. Pourriez-vous aider Tyler à trouver une voiture d'occasion abordable ? Quelque chose de basique juste pour le transport, ai-je proposé. Il a besoin de quelque chose de fiable pour l'image professionnelle lors de ses entretiens, rétorqua ma mère. Et le covoiturage avec Marcus puisqu'ils sont amis et vivent à proximité ? Marcus travaille de nuit maintenant, rejeta Tyler. Je pourrais conduire Tyler à ses entretiens s'il les planifie en fonction de mes heures de travail.
Il ne peut pas contrôler quand les entreprises veulent l'interviewer, dit mon père avec impatience. Il devint de plus en plus clair qu'ils avaient déjà décidé que la seule solution acceptable était ma voiture en possession de Tyler. Quand je restais ferme dans mon refus, les accusations familières commencèrent. Tu as toujours été égoïste avec tes affaires, dit ma mère, faisant référence à des conflits d'enfance qui avaient peu de pertinence avec notre situation d'adulte. Je n'aurais jamais pensé élever un fils qui n'aiderait pas son propre frère, ajouta mon père avec une déception délibérée dans la voix. C'est pourquoi je ne compte sur toi pour rien, marmonna Tyler. Tu n'as pas l'esprit d'équipe. Tu ne l'as jamais eu. À la fin de la soirée, aucune résolution n'avait été atteinte, sauf un retranchement plus profond des positions et une atmosphère domestique qui s'était détériorée de tendu à presque insupportable. Mes parents évitèrent tout contact visuel au petit déjeuner le lendemain matin. Tyler fit mine de chercher des itinéraires de bus pour ses entretiens, soupirant de façon dramatique et commentant le nombre de transferts nécessaires. La question de la voiture créa un nouveau niveau de tension dans nos interactions quotidiennes. J'ai commencé à me garer dans la rue plutôt que dans notre allée après avoir trouvé Tyler assis dans ma voiture un soir, vérifiant simplement les fonctionnalités. J'ai commencé à garder mes clés sur moi en tout temps après avoir remarqué qu'elles n'étaient pas là où je les avais laissées sur le comptoir de la cuisine. La maison qui avait été autrefois mon refuge ressemblait maintenant à un territoire hostile où je devais constamment être sur mes gardes. Ce qui faisait le plus mal pendant cette période n'était pas seulement les demandes déraisonnables, mais la réalisation de la conditionnalité de l'affection de ma famille. La chaleur et l'approbation pour lesquelles j'avais travaillé si dur tout au long de ma vie pouvaient apparemment être retirées au moment où je refusais de sacrifier mon propre bien-être au profit de Tyler. Cette révélation fut douloureuse mais finalement clarifiante, illuminant des schémas de dysfonctionnement que j'avais normalisés pendant des années, mais que je ne pouvais plus ignorer. Au fur et à mesure que la semaine avançait, je sentais que nous approchions d'un point de rupture. Les commentaires passifs-agressifs, l'indifférence, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, tout signalait que quelque chose se préparait. Pourtant, je n'étais pas préparé à la façon dramatique dont les choses allaient aboutir ni à la façon dont notre dynamique familiale allait changer de façon permanente. La confrontation finale a eu lieu exactement une semaine après la dispute sur la voiture, un samedi matin où tout le monde était à la maison. Je venais de rentrer d'une séance de gym matinale et je préparais le petit déjeuner quand mon père m'a appelé du salon. Ron, réunion de famille, maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la négociation. J'ai éteint la cuisinière et j'ai rejoint mes parents et Tyler dans le salon où ils étaient déjà assis et attendaient. Leurs expressions étaient sombres et déterminées. L'atmosphère semblait différente cette fois. Pas seulement tendue, mais résolue, comme si une décision avait déjà été prise. Mon père n'a pas perdu de temps pour aller droit au but. Ta mère et moi avons discuté, et nous avons atteint la limite de notre patience avec cette situation. La tension constante dans cette maison affecte le bien-être de tout le monde. Ma mère était assise, les mains serrées, hochant la tête à ses paroles. Tyler se prélassait dans le fauteuil avec une expression qui fluctuait entre un désintérêt fin et une satisfaction mal dissimulée. Nous vous avons élevés tous les deux pour comprendre que la famille passe avant tout, poursuivit mon père. Nous nous soutenons mutuellement, surtout en période de besoin. Tyler fait face à un moment critique de sa vie en ce moment. Sans moyen de transport, il pourrait manquer des opportunités qui pourraient enfin lui donner le nouveau départ dont il a besoin. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais il a levé la main pour me faire taire. Laisse-moi finir. Nous avons réfléchi à cela attentivement, et nous avons pris une décision. Soit tu aides ton frère en ce moment de besoin, que ce soit avec la dette de carte de crédit ou en partageant ta voiture, soit tu dois trouver un autre endroit où vivre. L'ultimatum resta suspendu dans l'air comme une présence physique. Malgré les tensions croissantes des semaines passées, je n'avais pas imaginé qu'on en arriverait là. Mes propres parents menaçaient de me mettre à la porte pour avoir refusé de permettre l'irresponsabilité de mon frère. Êtes-vous sérieux, ai-je finalement réussi à dire. Vous choisissez le confort de Tyler plutôt que de m'avoir chez vous? La voix de ma mère tremblait d'émotion, mais ses mots étaient fermes. Nous choisissons les valeurs familiales, Ron. Nous choisissons le fils qui comprend ce que signifie faire partie de cette famille. Et mes valeurs à moi, ai-je rétorqué, une nouvelle clarté émergeant à travers mon choc. Et ma conviction qu'aider quelqu'un signifie encourager la responsabilité, pas perpétuer la dépendance? Est-ce que ça ne compte pour rien? N'essaie pas de justifier l'égoïsme avec de grands mots, intervint Tyler. Tu as les moyens d'aider, mais tu choisis de ne pas le faire.
C'est aussi simple que ça. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. Une reconnaissance de la dynamique toxique dont je faisais partie depuis des années. J'avais passé toute ma vie à chercher l'approbation en étant le responsable, celui qui réussit, le fils sur qui ils pouvaient compter. Mais ce rôle n'avait de valeur que lorsqu'il leur bénéficiait directement ou résolvait les problèmes créés par Tyler. Mon succès n'était pas célébré. C'était simplement une ressource à exploiter en cas de besoin. Je ne donne pas ma voiture à Tyler, dis-je, ma voix plus stable que je ne me sentais. Et je ne paie pas sa facture de carte de crédit. Ce ne sont pas des demandes raisonnables. Et le fait que vous menaciez de me mettre à la porte pour avoir refusé montre à quel point notre relation familiale est devenue tordue. Mon père se leva, le visage rouge de colère. Alors tu as fait ton choix. Je veux que tu sois parti demain soir. Malgré l'anticipation de cette réponse, l'entendre prononcer à voix haute m'a frappé avec une force inattendue. Vous le faites vraiment. Vous jetez votre fils dehors parce qu'il ne veut pas renoncer à sa voiture. Nous te demandons de partir parce que tu as démontré que tu ne partages pas nos valeurs, dit ma mère, les larmes coulant maintenant sur son visage. Ce n'est pas seulement une question de voiture. C'est une question de ta réticence à aider la famille dans le besoin. C'est manipulateur, et vous le savez, répondis-je, mes propres émotions menaçant de me submerger. Tyler n'est pas dans le besoin. Il est dans une situation qu'il a créée à nouveau, et votre solution n'est pas de l'aider à développer de meilleures habitudes, mais de me punir de ne pas nettoyer ses dégâts. Toujours le jugement, marmonna Tyler. Toujours à penser que tu vaux mieux que tout le monde. Je les regardais chacun à leur tour, mon père se tenant rigide avec une colère vertueuse, ma mère pleurant mais inflexible, et Tyler, dont l'expression trahissait une satisfaction de me voir enfin faire face aux conséquences d'avoir tenu tête au système familial. Bien, dis-je finalement. Si c'est votre décision, je serai parti demain. La réalité de ce qui venait de se passer ne s'était pas encore pleinement imposée. Alors que je montais dans ma chambre, un calme étrange descendit alors que je sortais mes valises et commençait le processus surréaliste de décider quelle possession était assez essentielle pour être emportée et ce qui devrait être laissé derrière. Vêtements, ordinateur portable, documents importants, mes livres professionnels et certifications, l'album photo de ma remise de diplôme universitaire. Un moment familial heureux que j'avais chéri, maintenant entaché par notre réalité actuelle. Pendant que je faisais mes valises, personne n'est venu voir comment j'allais ou reconsidérer l'ultimatum. J'entendais mes parents et Tyler parler à voix basse en bas, des rires occasionnels ponctuant leur conversation comme si une grande tension avait été soulagée par mon départ imminent. Le retour désinvolte à la normale dans leurs interactions alors que ma vie était déracinée me frappa comme particulièrement cruel. Le soir venu, j'avais rempli ma voiture avec l'essentiel et rangé le reste de mes affaires proprement dans ma chambre. J'ai trouvé mes parents dans la cuisine et leur ai remis ma clé de maison. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires une fois que j'aurai un endroit permanent, dis-je, luttant pour garder ma voix égale. Ma mère eut l'air de vouloir dire quelque chose de conciliant, mais mon père parla le premier. Ce serait le mieux. Fais-nous savoir quand, et nous nous assurons que quelqu'un soit à la maison. La nature clinique de sa réponse confirma qu'il n'y aurait pas de changement de cœur de dernière minute, pas de reconnaissance de la nature extrême de leurs actions. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler davantage, et je suis sorti vers ma voiture, la possession même qui était devenue le symbole de cette fracture familiale. Assis sur le siège conducteur, la clé dans le contact, je fus submergé par une vague d'émotions si intense que je ne pus démarrer le moteur immédiatement. La trahison coupait le plus profondément. La réalisation que les personnes qui devraient fournir un amour inconditionnel avaient plutôt posé des conditions que je ne pouvais pas accepter. Sous cela se trouvait la peur de mon avenir immédiat, la colère face à l'injustice et une profonde tristesse pour ce que notre famille était devenue. J'avais 5 000 $ d'économie, de l'argent qui avait été réservé pour mon éventuel acompte, mais qui devrait maintenant servir de fonds d'urgence. J'avais un emploi stable, mais aucune perspective immédiate de logement sur le marché locatif coûteux de Boston. J'avais des collègues avec qui j'étais ami, mais pas d'amis proches à qui je me sentais à l'aise de demander une aide significative. Alors que le crépuscule descendait sur le seul quartier que j'avais jamais appelé maison, j'ai finalement démarré la voiture. Sans destination claire en tête, je me suis éloigné du trottoir, regardant la maison s'éloigner dans mon rétroviseur. Soudainement, la maison d'un étranger plutôt que la mienne. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais avec une certitude absolue que la vie ne serait plus jamais la même.
Cette première nuit fut la plus difficile. Après avoir conduit sans but pendant 1 heure, la réalité s'imposa. J'avais besoin d'un endroit pour dormir. Les hôtels à Boston étaient bien trop chers pour plus d'une nuit ou 2, ce qui épuiserait rapidement mes économies. En désespoir de cause, j'ai appelé Justine, un collègue avec qui je déjeunais occasionnellement, et lui ai maladroitement expliqué ma situation. Mes parents m'ont mis à la porte suite à un désaccord familial, dis-je, essayant de garder ma dignité tout en demandant de l'aide. J'ai juste besoin d'un endroit où dormir 1 nuit ou 2 jusqu'à ce que je trouve une solution. La réponse de Justine me surprit. Mec, c'est dur. Mon canapé est à toi aussi longtemps que tu en as besoin. Je prends une bière avec des amis, mais je t'envoie l'adresse et le code de la porte. Fais comme chez toi. Sa gentillesse désinvolte m'amena au bord des larmes. J'avais passé des années à croire que la famille était censée être votre système de soutien ultime. Pourtant, voici quelqu'un que je connaissais à peine en dehors du travail, offrant son aide sans hésitation. L'appartement de Justine était un petit une chambre à Somerville avec un salon à peine assez grand pour un canapé, une télévision et une table basse. Mais ce canapé exigu ressemblait à du luxe comparé à l'alternative. Cette nuit-là, fixant un plafond inconnu dans la lueur tamisée des lampadaires filtrant à travers de fins rideaux, tout le poids de ma situation s'abattit sur moi. J'avais perdu ma maison, mes relations familiales et les fondations sur lesquelles j'avais construit ma vie. Tout cela parce que je refusais de sacrifier ma stabilité financière pour l'irresponsabilité de mon frère. Le lendemain matin, je me réveillai tôt et préparai du café, déterminé à ne pas être un fardeau pour mon hôte. Quand Justine sortit de sa chambre, j'exprimai ma gratitude et l'assurai que je chercherais activement un logement. Pas de stress, dit-il en se servant du café. J'ai connu ça moi-même il y a quelques années. Mes parents n'étaient pas d'accord avec mes choix de carrière. Parfois, la famille, c'est dur. Son acceptation factuelle de ma situation sans jugement était exactement ce dont j'avais besoin. Le lundi matin apporta le défi de maintenir le professionnalisme au travail. Alors que ma vie personnelle était dans le chaos, je configurais des alertes email pour les annonces d'appartements pendant le déjeuner et commençais le processus décourageant de recherche d'appartements dans l'un des marchés locatifs les plus chers d'Amérique. Chaque annonce semblait exiger des combinaisons impossibles, des quartiers abordables mais dangereux, un loyer raisonnable mais 2 heures de trajet, ou des emplacements décents avec des exigences de colocation que je ne pouvais pas satisfaire à court terme. Dès mercredi, Justine m'avait présenté à son réseau d'amis, qui me traitait comme une connaissance de longue date plutôt que comme une imposition. Rachel, une graphiste du groupe, m'offrit un soutien particulier. Mon frère a été mis à la porte pour être gay quand nous étions adolescents, partagea-t-elle doucement lors d'un dîner de groupe. Le rejet familial est une douleur particulière. Fais-moi savoir si tu as besoin de parler. 1 semaine après le début de mon couche surfing, je n'avais toujours pas entendu un mot de mes parents ou de Tyler. Pas d'appel, pas de texto, pas même un email pour vérifier si j'avais un endroit où rester. Leur silence en disait long sur la nature conditionnelle de leur sollicitude. Je fluctuais entre la blessure, la colère et une détermination croissante à construire quelque chose de mieux pour moi-même. La recherche d'appartements continuait d'être difficile, mais après 2 semaines d'efforts persistants, je trouvais un studio à Brighton que je pouvais presque me permettre. C'était petit, à peine 400 pieds carrés, mais propre avec une kitchenette fonctionnelle et sa propre salle de bain. Le loyer prendrait près de la moitié de mon revenu mensuel, laissant peu pour l'épargne, mais il offrait l'indépendance dont j'avais désespérément besoin. Tu vas avoir besoin de meubles, souligna Rachel après que j'ai signé le bail. Le lendemain, elle se présenta chez Justine avec son SUV. Tournée des friperies. Je paie l'essence, tu paies le déjeuner. Ce samedi devint un cours intensif d'ameublement économique. Nous avons écumé les friperies, les dépôts-ventes et même quelques trouvailles de trottoirs dans des quartiers en voie d'embourgeoisement. Le soir venu, nous avions récupéré un futon qui servait de lit, un bureau bancal mais fonctionnel, 2 chaises de salle à manger dépareillées et divers ustensiles de cuisine, le tout pour moins de $300. L'œil de Rachel pour les trésors cachés et sa volonté de marchander avaient étiré mon budget limité plus loin que je ne le pensais possible. Emménager dans mon minuscule studio était à la fois déprimant et libérateur. L'espace était certainement un cran en dessous de ma chambre confortable chez mes parents, mais c'était à moi, un endroit où personne ne pouvait menacer de m'expulser pour avoir maintenu des limites saines. Justine, Rachel et 2 autres amis formèrent une équipe de déménagement improvisée, transformant la tâche en quelque chose ressemblant presque à du plaisir,
avec pizza et bière une fois que tout était en place. Bienvenue chez toi, dit Rachel en levant sa bouteille pour porter un toast. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. Ces mots résonnèrent profondément. Tout au long de ma vie, j'avais suivi le chemin prescrit, étudié dur, obtenu mon diplôme avec mention, décroché un emploi stable, épargné de manière responsable. Pourtant, tout ce comportement responsable m'avait laissé vulnérable à la manipulation familiale. Ce minuscule appartement représentait le début d'une véritable indépendance, non seulement financièrement, mais émotionnellement. Au fil des semaines et des mois, j'ai développé de nouvelles routines. Mon trajet était plus long, mes repas plus simples et mon budget loisir pratiquement inexistant. Mais j'ai découvert des avantages inattendus à ma nouvelle situation. Sans la tension constante de la maison familiale, je dormais mieux. Sans l'épuisement de la manipulation émotionnelle, j'avais plus d'énergie pour mon travail, ce qui a conduit à une productivité accrue et à une attention positive de la direction. 3 mois après avoir été mis à la porte, j'ai reçu une évaluation de performance avec une promotion inattendue et une augmentation. Votre concentration et votre rendement ont été exceptionnels ces derniers temps, nota mon superviseur. Quels que soient les changements que vous avez apportés à votre approche, ils fonctionnent. L'ironie ne m'échappa pas que m'éloigner de mon environnement familial toxique avait en fait accéléré ma croissance professionnelle. L'augmentation ne changerait pas ma situation de logement immédiatement, mais elle me permettait de commencer à reconstruire mon fonds d'urgence et de rejoindre occasionnellement des amis pour dîner sans compter chaque dollar. L'amitié de Rachel continuait d'être un point particulièrement lumineux. Elle m'introduisit à son cercle social plus large, m'invita à des vernissages et des événements communautaires, et prit régulièrement de mes nouvelles par des textos attentionnés. Quand j'ai mentionné me sentir dépassé par le traitement de ma situation familiale, elle m'a recommandé sa thérapeute qui offrait une option de paiement à échelle mobile. Le docteur Catherine Mills est devenue une autre pierre angulaire de mon processus de reconstruction. De sa manière douce mais directe, elle m'a aidé à identifier les schémas dans ma dynamique familiale. Je n'avais jamais pleinement reconnu la parentification qui m'avait rendu responsable des problèmes d'adulte dès mon plus jeune âge. La dynamique de l'enfant chéri contre le bouc émissaire entre Tyler et moi. La manipulation émotionnelle qui avait rendu l'amour conditionnel à la conformité. Les systèmes familiaux peuvent être des forces puissantes, expliqua-t-elle lors d'une séance particulièrement perspicace. Vous avez été formé toute votre vie à remplir un rôle spécifique. Sortir de ce rôle, même quand c'est le choix sain, déclenche le système pour essayer de vous ramener. Vos parents et votre frère réagissent à cette perturbation, pas à vous en tant que personne. Ces idées ne guérirent pas immédiatement la douleur du rejet, mais elles fournirent un cadre pour comprendre ce qui s'était passé qui n'était pas basé sur l'autoculpabilisation. Je n'avais pas échoué en tant que fils ou frère. J'avais simplement refusé de participer plus longtemps à un système malsain. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai réalisé que j'avais créé par inadvertance quelque chose de précieux, une famille choisie. Justine, Rachel et plusieurs autres étaient devenus mon système de soutien, offrant l'acceptation inconditionnelle que ma famille biologique avait retirée. Nous célébrions les anniversaires ensemble, nous nous aidions mutuellement à travers les crises professionnelles et créions de nouvelles traditions comme des soirées mensuelles de jeux de société et des randonnées le week-end. Pendant cette période de croissance, ma famille biologique a maintenu un silence radio complet. Pas d'appel pour mon anniversaire, pas de texto à Thanksgiving, pas même une carte de Noël générique. Je m'attendais à au moins une forme de contact, et leur absence totale créa un processus de deuil à part entière. Je pleurais non seulement la perte de mes relations familiales réelles, mais la perte de ce que ces relations auraient dû être. La partie la plus difficile de l'éloignement familial, observa le docteur Mills, est souvent de lâcher prise sur le fantasme de ce que la famille devrait être. Vous faites le deuil à la fois de la relation réelle et de celle idéalisée que vous méritiez mais n'avez jamais eue. Grâce à la thérapie et au soutien d'amis, j'ai progressivement développé des perspectives plus saines sur ma valeur et mes relations. J'ai appris que les limites n'étaient pas égoïstes, mais nécessaires pour une connexion authentique. J'ai découvert que le respect, et non le sacrifice, était le fondement de relations significatives. Et surtout, j'ai réalisé que ma valeur en tant que personne n'était pas déterminée par mon utilité pour les autres. À l'approche du premier anniversaire de mon départ, j'avais créé une vie qui, bien que différente de ce que j'avais prévu, contenait une joie et une authenticité véritables. Mon studio, initialement juste un abri d'urgence, était devenu un vrai foyer avec des objets soigneusement choisis qui reflétaient mes goûts. Mon cercle d'amis s'était élargi pour inclure des personnes partageant les mêmes intérêts et valeurs.
Ma carrière continuait sur une trajectoire ascendante avec une deuxième promotion me plaçant dans un poste de direction junior. La croissance que j'avais connue au cours de cette année difficile n'était pas ce que j'aurais choisi, mais elle m'avait transformé d'une manière que j'ai fini par valoriser profondément. J'avais découvert une résilience que je ne soupçonnais pas posséder, développé des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, et construit une vie qui honorait mes propres besoins sans sacrifier le soin des autres. Bien que la douleur du rejet familial n'ait pas complètement guéri, elle ne me définissait plus ni ne dictait mes choix. J'étais devenu l'auteur de ma propre histoire plutôt qu'un personnage dans celle de quelqu'un d'autre. 6 mois après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai reçu un texto inattendu de Barbara, l'amie de longue date de ma mère, qui avait été comme une tante pour moi en grandissant. Je prends un café en ville demain. J'aimerais te voir si tu es disponible. Le message m'a surpris. Barbara avait toujours été proche de ma mère, et je supposais qu'elle n'avait entendu qu'un seul côté de la rupture familiale. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de mon bureau. Barbara m'a serré chaleureusement dans ses bras, son expression un mélange d'affection et d'inquiétude. « Tu as l'air bien », dit-elle en étudiant mon visage. Différent, en quelque sorte. Plus posé. Autour de Capuccino, elle a progressivement révélé le véritable but de son approche. Tyler avait perdu son emploi 3 mois après mon départ. Pas le poste de vente prometteur qui avait été mentionné lors de notre confrontation finale, mais un autre poste de détail temporaire qu'il avait pris lorsque cette opportunité avait échoué. Selon Barbara, il s'était présenté en retard à plusieurs reprises, puis s'était fait porter pas le 3/4 de travail consécutif lorsqu'un ami avait eu des billets en trop pour un festival de musique. « Tes parents ont du mal », admit-elle prudemment. Ils aident Tyler avec ses paiements de voiture depuis qu'il a perdu son emploi, et la dette de carte de crédit qu'il voulait que tu paies, elle est allée au recouvrement de toute façon. Leur crédit a pris un coup quand ils ont essayé de l'aider à la consolider avec leur propre carte. J'ai absorbé cette information avec des émotions compliquées. Une partie de moi ressentait une justification que la réalité avait confirmé mes inquiétudes sur le fait de permettre à Tyler de continuer ainsi. Une autre partie ressentait une tristesse sincère pour le stress financier de mes parents, mais surtout, je ressentais un étrange détachement, comme si j'entendais parler de parents éloignés plutôt que des gens qui m'avaient élevé. Tyler est retourné vivre à la maison il y a environ 2 mois. Barbara continua, d'après ce que dit ta mère, c'est difficile. Il rentre tard, dort jusqu'à midi et se met sur la défensive chaque fois qu'il pose des questions sur sa recherche d'emploi. Ton père et lui ont eu une dispute importante la semaine dernière quand ton père a suggéré qu'il regarde les programmes d'école de métier. Je suis désolé qu'il traverse une période difficile, dis-je sincèrement. Mais je ne suis pas sûr pourquoi tu me dis ça. Barbara soupira, des rides d'inquiétude évidentes autour de ses yeux. Ta mère ne l'admettrait jamais, mais je pense qu'il commence à voir le schéma plus clairement maintenant que tu n'es pas là. Tu étais toujours le tampon, Ron, le responsable qui équilibrait la dynamique familiale. Sans toi, les problèmes avec Tyler sont plus difficiles à ignorer ou à expliquer. Elle hésita avant d'ajouter, ta mère a demandé de tes nouvelles la semaine dernière. Pas directement. Elle est encore trop fière pour ça, mais elle voulait savoir si j'avais entendu dire comment tu allais. Je pense qu'elle regrette comment les choses se sont passées, même si elle ne peut pas encore le dire. Cette révélation remua des émotions inattendues. J'avais imaginé mes parents complètement indifférents à mon absence, continuant à se concentrer exclusivement sur les besoins de Tyler. L'idée qu'ils puissent remettre en question leur décision me fit marquer une pause, mais pas assez pour briser ma limite ferme contre le fait de m'engager à nouveau dans leur dysfonctionnement. J'apprécie que tu me dises ça, Barbara. Vraiment. Mais je ne suis pas dans une position où je peux m'impliquer dans leur situation en ce moment. J'ai enfin créé une certaine stabilité pour moi-même. Barbara hocha la tête, la compréhension évidente dans son expression. Je ne suggère pas que tu devrais les sauver. Je pensais juste que tu méritais de savoir. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait le bon choix de tenir bon. C'était attendu depuis longtemps. Dans les semaines qui ont suivi notre rencontre café, j'ai traité cette nouvelle information avec l'aide du Dr Mills. Il est naturel de se sentir tiraillé, m'assura-t-elle. Vous pouvez simultanément ressentir de l'inquiétude pour leur lutte tout en maintenant les limites qui protègent votre bien-être. Pendant ce temps, ma vie personnelle continuait d'évoluer dans des directions positives. Mon amitié avec Rachel s'était progressivement transformée en quelque chose de plus profond. Nous partagions des valeurs similaires concernant la responsabilité financière,
la communication et le soutien mutuel, créant une base relationnelle différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce que j'aime chez nous, dit Rachel un soir alors que nous cuisinions le dîner dans ma petite cuisine, c'est que nous sommes une équipe sans tenir les comptes. Aucun de nous ne donne toujours ou ne prend toujours. Il y a un équilibre. Son observation soulignait exactement ce qui avait manqué dans mes relations familiales. Dans la maison de mes parents, Tyler avait perpétuellement pris tandis qu'on attendait de moi que je donne, créant un déséquilibre qui était finalement insoutenable. Avec Rachel, j'expérimentais pour la première fois ce que ressentait une réciprocité saine. 9 mois après avoir quitté la maison, j'ai reçu une deuxième mise à jour de Barbara. Cette fois, les nouvelles étaient plus préoccupantes. Mon père avait eu une crise cardiaque mineure, liée au stress selon ses médecins. Il était stable et en convalescence, mais l'incident avait plongé la famille dans une tourmente émotionnelle et financière. Entre les factures médicales et le chômage continu de Tyler, mes parents envisageaient une deuxième hypothèque sur leur maison. Je ne te dis pas ça pour que tu te sentes responsable, m'assura Barbara. Mais je pensais que tu devrais être au courant de l'état de santé de ton père. La nouvelle de la crise cardiaque de mon père m'a secoué plus que je ne l'espérais. Malgré tout ce qui s'était passé, c'étaient toujours les gens qui m'avaient élevé. Après en avoir discuté avec Rachel et le docteur Mills, j'ai décidé d'envoyer un bref email à ma mère exprimant mon inquiétude pour la santé de mon père et lui souhaitant un bon rétablissement. Je l'ai gardé simple et direct, n'offrant aucune ouverture pour des discussions sur la réconciliation ou l'aide financière. À ma grande surprise, ma mère a répondu en quelques heures avec une retenue égale. Merci de ton inquiétude. Ton père se remet bien et suit les ordres du médecin. J'espère que tu vas bien aussi. L'absence de manipulation ou de culpabilisation dans son message semblait significative. Un changement petit mais notable par rapport à nos précédents schémas de communication. À l'approche du premier anniversaire de mon départ, je me suis retrouvé à réfléchir aux changements spectaculaires dans ma vie. Professionnellement, j'avais progressé plus loin que je ne l'aurais pu autrement, dirigeant récemment un projet réussi qui avait gagné la reconnaissance de la haute direction. Personnellement, ma relation avec Rachel s'était approfondie en quelque chose que je pouvais timidement appeler de l'amour, bien que nous procédions tous les deux avec une prudence appropriée. Mon cercle d'amis s'était élargi pour inclure des personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour elles. Plus significativement, ma compréhension de la famille avait évolué. La famille n'était pas seulement une relation de sang ou une histoire partagée. C'était le respect constant, le soutien mutuel et la liberté d'être authentique sans peur du rejet. À ces mesures, les amis qui m'avaient soutenu tout au long de cette année difficile étaient plus une famille que les personnes qui partageaient mon ADN. Quand Barbara m'a envoyé un texto exactement un an après que j'ai quitté la maison, j'étais dans un endroit émotionnellement fondamentalement différent du jeune homme blessé qui était parti avec ses biens emballés à la hâte dans sa voiture. J'avais créé une vie bâtie sur des fondations plus saines que celles que j'avais laissées derrière moi. J'avais découvert des forces que je ne soupçonnais pas posséder et des valeurs que je n'étais plus prêt à compromettre. Ta mère a demandé ton numéro de téléphone. Le message de Barbara disait. Je lui ai dit que je vérifierais avec toi d'abord avant de le partager. Le choix t'appartient entièrement. Après mûre réflexion et consultation avec le docteur Mills, j'ai décidé d'autoriser Barbara à partager mon numéro. Je n'étais pas prêt à me réengager pleinement avec ma famille, mais j'étais assez sûr de mes limites pour recevoir une communication de leur part. Quoi qu'il veuille dire, j'étais enfin en position de l'entendre sans être dévasté par la critique ou la manipulation. 3 jours plus tard, alors que je préparais le petit déjeuner du dimanche dans mon studio, mon téléphone afficha un appel entrant d'un numéro trop familier. Prenant une profonde inspiration, je répondis, incertain de ce que cette connexion pourrait apporter, mais confiant dans ma capacité à maintenir les limites que j'avais travaillé si dur à établir. Le téléphone vibra dans ma main, le nom de ma mère clignotant sur l'écran. Pendant un moment, j'ai envisagé de laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit qu'il était temps de faire face à ce qui arrivait. 1 an s'était écoulé depuis que j'étais sorti de la maison de mes parents. Une année de croissance, d'indépendance et de guérison. Allô, répondis-je, ma voix plus stable que je ne l'espérais. Ron, la voix de ma mère semblait plus petite, manquant d'une certaine manière de l'autorité confiante dont je me souvenais. C'est maman. Merci de prendre mon appel. La politesse formelle était si différente de sa communication habituelle qu'elle me déstabilisa momentanément. Bien sûr. Comment vas-tu ? Nous nous débrouillons. Elle fit une pause gênée.
Ton père va mieux, il suit son régime et son plan d'exercice des médecins. Je suis content d'entendre ça. Une autre pause s'étira entre nous, lourde d'une histoire non dite. Finalement, elle continua, je me demandais si tu serais prêt à nous rencontrer, ton père et moi, juste pour parler. Il y a des choses que nous devons te dire en personne. Mon instinct immédiat fut la prudence. Quel genre de choses? C'est compliqué à expliquer au téléphone. Nous ne demandons rien, Ron. Nous voulons juste te voir et parler. Peut-être un café quelque part. En terrain neutre. L'expression « terrain neutre » suggérait qu'il comprenait au moins une partie des dégâts qui avaient été faits. Après avoir confirmé qu'il ne s'attendait pas à ce que j'amène Tyler ou que j'aborde ses besoins, j'ai prudemment accepté de les rencontrer dans un café à mi-chemin entre mon appartement et leur maison le samedi après-midi suivant. Quand j'ai parlé à Rachel de la rencontre prévue, son inquiétude a été immédiate. « Es-tu sûr d'être prêt pour ça? Tu ne leur dois pas ton temps. » Je sais, les jeux assurés, mais je pense que j'ai besoin de ça pour moi, pas pour eux. Pour les affronter depuis une position de force plutôt que de vulnérabilité, pour me montrer à quel point j'ai changé. Elle m'a serré la main en signe de soutien. Tu veux que je sois dans le coin? Je pourrais travailler sur mon ordinateur portable à une autre table au cas où les choses deviendraient difficiles. Son offre m'a profondément touché. Ça aiderait beaucoup, en fait. Le samedi arriva avec un mélange de soleil printanier et de brise fraîche. Rachel et moi sommes arrivés au café 20 minutes en avance, lui laissant le temps de s'installer à une table d'angle tandis que je choisissais un endroit plus central où mes parents me trouveraient facilement. Mon estomac était noué d'anxiété, mais ma résolution restait ferme. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je maintiendrai les limites que j'avais travaillé si dur à établir. Quand mes parents ont franchi la porte, j'ai été frappé par à quel point ils avaient vieilli en seulement 1 an. Mon père semblait plus mince avec de nouvelles rides gravées autour des yeux. Les cheveux de ma mère montraient plus de gris et sa posture typiquement parfaite semblait légèrement voûtée. Ils m'ont repéré immédiatement mais se sont approchés avec des pas hésitants plutôt que la démarche confiante dont je me souvenais. « Ron », dit mon père, sa voix portant une chaleur que je n'avais pas entendue lors de nos dernières interactions. « Merci de nous rencontrer. » Nous avons échangé des salutations maladroites avant de commander du café. En attendant nos boissons, ma mère a nerveusement réorganisé les sachets de sucre tandis que mon père s'éclaircissait la gorge plusieurs fois. Leur inconfort était palpable, si différent de leur position habituelle d'autorité parentale. « Comment as-tu été ?» demanda finalement ma mère. « Tu as l'air bien. »« Je vais bien », confirmai-je. « Le travail est bon. J'ai été promu 2 fois. J'ai mon propre logement. Petit, mais c'est le mien. Je me suis fait de bons amis. » Ils hochèrent la tête avec ce qui semblait être un intérêt sincère, posant des questions de suivi sur mon travail et mon appartement. La conversation resta superficielle jusqu'à ce que notre café arrive, moment auquel mon père posa fermement sa tasse et croisa directement mon regard. « Ron, nous ne t'avons pas demandé de venir ici pour faire la causette. Nous te devons des excuses importantes. » De tous les scénarios auxquels je m'étais préparé mentalement, celui-ci n'en faisait pas partie. Je restai silencieux, leur laissant l'espace pour continuer. Ma mère reprit là où il s'était arrêté. La façon dont nous t'avons traité était mauvaise. Profondément mauvaise. Nous avons eu 1 an pour réfléchir à nos actions, et il n'y a aucune justification à ce que nous avons fait. De quoi vous excusez-vous spécifiquement, demandai-je prudemment. Leur réponse me dirait s'il s'agissait d'une véritable reconnaissance du tort causé ou simplement d'une tentative d'aplanir les choses. Mon père soupira lourdement. D'avoir fait des problèmes de Tyler ta responsabilité. D'avoir exigé que tu sacrifies ta sécurité financière pour le renflouer, d'avoir menacé ton logement quand tu as refusé, d'avoir réellement mis cette menace à exécution. Il baissa les yeux sur ses mains. De t'avoir failli en tant que parent quand tu avais besoin que nous soyons justes et soutenants. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de perspective? Je gardai mon ton neutre, n'acceptant ni ne rejetant encore leurs excuses. Les yeux de ma mère brillèrent de larmes. La réalité a une façon de clarifier les choses. Après ton départ, le comportement de Tyler a empiré. Sans toi comme. Je suppose le contrepoids, les schémas sont devenus impossibles à ignorer. Il a perdu 3 autres emplois, ajouta mon père. Emprunté de l'argent à des amis et ne l'a pas remboursé. Plafonné une autre carte de crédit dont nous ne savions rien.
Quand il a détruit sa voiture en conduisant après avoir bu, nous avons finalement dû faire face au fait que nous ne l'aidions pas en le sauvant constamment. Le point de rupture est venu quand il a vendu les clubs de golf de ton père, un cadeau de retraite de son entreprise, pour couvrir une dette de jeu, dit doucement ma mère. Nous l'avons confronté et il est devenu verbalement violent, disant que nous lui devions un soutien parce que nous sommes une famille. Sa voix se brisa légèrement. C'était comme entendre nos propres mots nous être renvoyés et soudainement nous pouvions voir à quel point notre logique avait été tordue. Ils continuèrent à expliquer comment l'année s'était déroulée. Tyler finissant par déménager à nouveau pour vivre avec une petite amie, les laissant avec des factures impayées qu'il avait promis de couvrir. Des difficultés financières qui les ont forcés à puiser dans leurs économies de retraite. Le stress contribuant à la crise cardiaque de mon père. La reconnaissance lente et douloureuse qu'ils avaient permis des comportements qui nuisaient non seulement à Tyler, mais à toute notre famille. Nous n'attendons pas le pardon, dit finalement mon père. Nous ne nous attendons même pas à ce que tu veuilles une relation avec nous à nouveau, mais tu mérites d'entendre directement de nous que nous avions tort et que nous sommes profondément désolés pour la douleur que nous t'avons causée. Je restai assis en silence un moment, traitant leurs paroles. Les excuses semblaient sincères, spécifiques, prenant la responsabilité plutôt que de faire des excuses et sans attente de pardon. Pourtant, une année de blessures ne pouvait pas être effacée en une conversation. J'apprécie vos excuses, dis-je prudemment. Cela signifie quelque chose que vous reconnaissiez ce qui s'est passé. Mais reconstruire la confiance prend du temps. Si nous devions avoir une quelconque relation à l'avenir, les choses devraient être fondamentalement différentes. Ils hochèrent tous les deux la tête en signe de compréhension. À quoi cela ressemblerait-il pour toi, demanda ma mère. J'ai exposé des limites claires, pas d'enchevêtrement financier d'aucune sorte, le respect de mon indépendance et de mes décisions, pas de pression pour me réconcilier avec Tyler jusqu'à ce qu'il démontre un changement significatif. Et une compréhension que toute relation future serait à mes conditions, se développant à mon rythme. Cela semble être des limites raisonnables, reconnut mon père, plus que raisonnables étant donné ce qui s'est passé. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, passant progressivement du passé douloureux vers des possibilités timides pour l'avenir. J'ai appris qu'ils avaient commencé à fréquenter un groupe de soutien pour parents d'enfants adultes ayant des problèmes de dépendance et de comportement, ce qui les avait aidés à reconnaître leur schéma de complaisance. Ils avaient également commencé des conseils financiers pour se remettre des dommages causés à leurs économies de retraite. Quand nous nous sommes finalement préparés à partir, ma mère a demandé avec hésitation, serait-il possible de se revoir ? Peut-être dans quelques semaines, juste pour parler. Pas de pression pour plus. J'ai considéré la demande. Je pense que ce serait bien. De petits pas. Alors qu'il se levait pour partir, mon père tendit la main formellement, puis la retira. Pourrais-je ? Est-ce qu'un câlin serait trop demandé ? La question ne contenait aucune des prétentions qui avaient caractérisé nos dernières interactions. C'était une demande sincère, offerte avec la compréhension que j'avais tout à fait le droit de refuser. Après un moment de réflexion, j'ai hoché la tête et accepté une étreinte brève et quelque peu maladroite de chacun d'eux. À leur départ, Rachel m'a rejoint à la table. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle en me prenant la main. « Étonnamment bien » répondis-je honnêtement. Ils semblaient vraiment différents. Pas parfaits, mais changés de manière importante. « Penses-tu que tu vas reconstruire une relation avec eux ? Peut-être une différente d'avant. Une avec des limites appropriées et un respect mutuel. » Je lui serrai la main. La chose la plus importante que j'ai réalisée en étant assis là, c'est que je n'ai plus besoin d'eux. Pas de la manière désespérée dont j'avais besoin autrefois. J'ai une vie dont je suis fier, des gens qui m'apprécient pour ce que je suis. Se reconnecter serait un choix, pas une nécessité. Au cours des mois suivants, nous avons établi un nouveau modèle prudent. Le café toutes les quelques semaines est devenu un dîner occasionnel. J'ai visité leur maison pour la première fois à Thanksgiving, amenant Rachel avec moi à la fois comme soutien émotionnel et pour présenter une partie importante de ma nouvelle vie. Tyler restait un facteur compliqué. Il était retourné vivre chez mes parents après la fin de sa relation, luttant toujours avec les mêmes schémas d'irresponsabilité. Mes parents tentaient une approche différente avec lui maintenant, offrant un soutien émotionnel tout en refusant les renflouements financiers, encourageant la thérapie et la formation professionnelle plutôt que de permettre le chômage. Reste à voir si cela conduirait à un changement significatif. Ma relation avec Tyler lui-même restait distante. Lors de mes visites occasionnelles,
nos interactions étaient civiles mais superficielles. Le lien fraternel avait été trop gravement endommagé pour une réparation facile. Et contrairement à mes parents, Tyler montrait peu de reconnaissance de son rôle dans ce qui s'était passé ou de désir de faire amende honorable. Je maintenais des limites fermes avec lui, indiquant clairement que toute relation future dépendrait de ses choix et de son comportement. 6 mois après notre réconciliation au café, ma vie avait trouvé un nouvel équilibre. Rachel et moi avions emménagé ensemble, combinant nos ressources pour louer un appartement confortable d'une chambre. Ma carrière continuait de progresser avec des responsabilités qui me mettaient au défi et m'engageaient. Les amis qui m'avaient soutenu pendant mes moments les plus sombres restaient au centre de ma vie, créant une famille choisie qui complétait ma relation prudemment reconstruite avec mes parents. Le voyage depuis l'expulsion jusqu'à la reconstruction selon mes propres termes m'avait appris des leçons que je ne m'attendais jamais à apprendre. À 27 ans, j'ai découvert la différence entre le sacrifice et le soutien. L'un épuise tandis que l'autre renforce. J'ai appris que la vraie famille, qu'elle soit biologique ou choisie, respecte les limites plutôt que de les punir. Surtout, j'ai réalisé que parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour les autres est de refuser de participer à leur autodestruction, même lorsque ce refus a un coût personnel élevé. Rester ferme sur mes principes m'avait coûté ma maison et ma famille temporairement, mais avait finalement conduit à quelque chose de plus précieux, une vie bâtie sur des relations authentiques, le respect mutuel et la confiance tranquille qui vient de la connaissance de sa propre valeur. L'année douloureuse de séparation nous avait tous transformés d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible autrement, créant un espace pour des connexions plus saines qu'auparavant. En repensant à ce moment dévastateur où je me suis éloigné de la maison de mon enfance sans nulle part où aller, je n'aurais jamais pu imaginer que cela me mènerait là où je suis maintenant. Plus fort, plus résilient et entouré de personnes qui m'apprécient exactement pour ce que je suis. Parfois, il semble que vous deviez perdre ce que vous pensiez avoir besoin pour découvrir ce que vous méritez vraiment.